Chers chasseurs, chères chasseresses, mes chers amis, se retrouver aujourd'hui si nombreux à ce congrès national, vous le savez tous, n'est pas un simple rendez-vous annuel. C'est un moment où l'on regarde ensemble le chemin parcouru. C'est un moment où l'on mesure les défis qui nous attendent. Mais c'est surtout un moment où l'on affirme collectivement ce que nous sommes. Car la chasse française n'est pas une simple activité de loisir, c'est un mode de vie. Elle rassemble près d'1 million de pratiquants, elle mobilise des milliers de bénévoles, elle participe chaque jour à la gestion de millions d'hectares de territoire. Et surtout, la chasse reste aujourd'hui l'un des derniers espaces où la France rurale peut s'exprimer librement. C'est pour cela que je veux le dire d'emblée, la chasse doit rester un espace de liberté et de responsabilité. Liberté pour les femmes et les hommes de notre territoire. Responsabilité envers le vivant et envers les équilibres naturels. Votre confiance renouvelée m'engage à poursuivre sans relâche notre action avec cette conviction qui ne m'a jamais quitté, défendre une chasse populaire, moderne et fière de ses valeurs. Je tiens, mes amis, aussi d'abord à m'excuser auprès de vous de n'avoir pas pu faire ce traditionnel Tour de France en présentiel. Nous l'avons fait en visio. La raison, vous la connaissez, une triple fracture de la jambe qui m'a éloigné physiquement de vous pendant de longs mois. Heureusement, les choses s'améliorent petit à petit, mais le temps de la rééducation sera encore long et ma position assise aujourd'hui confirme tout cela. Mais rassurez-vous, cette absence physique ne m'a pas tenu éloigné pour autant des sujets de la chasse française que j'ai continué à faire avancer à distance, car j'ai cette chance d'avoir autour de moi une équipe d'élus et de salariés formidables. Je remercie mon bureau national et bien sûr mon directeur général et toute son équipe qui ont tenu la grande maison chasse avec pragmatisme et compétence. C'est une de mes grandes satisfactions personnelles que d'avoir mis à niveau la structure nationale et de constater que dorénavant les élus peuvent imaginer l'avenir avec sérénité. La Fédération nationale des chasseurs est devenue une machine bien rodée, une belle machine, prête à faire face à toutes les éventualités sous la houlette de son directeur, connu et reconnu par l'ensemble de nos partenaires, qu'ils soient du monde politique ou qu'ils soient de la haute administration. Et à l'image de l'esprit d'équipe qui définit aujourd'hui notre structure nationale, je souhaite que nous restions, mes amis, unis, malgré nos différences, et nous en avons, nous le savons tous, et rassemblés surtout, derrière l'intérêt supérieur de la chasse française. Alors cette année 2026, avec toutes celles à venir, doivent donc s'inscrire dans cette ligne, celle du courage, de l'efficacité, c'est primordial, et surtout de la transparence entre nous. Alors il est de tradition, vous le savez tous, en ce jour de congrès, de revenir sur l'année écoulée. L'année 2025 restera comme une année charnière pour la chasse française. Une année de combat, de tempêtes politiques et médiatiques, mais aussi de victoires concrètes pour les chasseurs. Dès le mois de mars 2025, avec pour appui médiatique une grande campagne radio et digitale, l'opération que Christophe vient d'évoquer, de nettoyage de la nature, J'aime la nature propre, a été une formidable réussite. Nous avons réuni des centaines de milliers de femmes, d'hommes et d'enfants qui sont venus ramasser collectivement les déchets dans leur village. C'est une action extraordinaire, bien loin des clivages de la chasse, qui permet de rassembler des personnes qui ont juste envie que la nature dans laquelle ils vivent tous les jours soit plus propre et plus belle à contempler. Cette année, le chiffre des participants inscrits a encore été plus important et surtout sans compter les personnes qui nous rejoignent le jour J et qui sont bien plus nombreuses que celles inscrites d'ailleurs. À chacun d'entre vous, mes amis, je demande de développer cette action encore sur l'ensemble de vos départements, car nous pouvons et nous devons aller bien plus loin avec J'aime la nature propre. Et puis il y a eu aussi notre mobilisation du 17 mai dernier, dans le cadre de notre manifeste pour la chasse. Grâce à vous, nos 11 revendications ont franchi les portes des mairies, ont bénéficié d'un écho médiatique et ont rappelé combien notre engagement est sérieux et légitime. À travers l'action des fédérations, je veux surtout saluer le travail extraordinaire de nos chasseurs sur le terrain, qui ont prouvé une fois de plus
la force de notre réseau rural et le maillage dense que représente la chasse dans les territoires. Alors merci, tout simplement merci aux chasseresses et aux chasseurs de France. Cette action, d'une ampleur inédite, a montré que la France des territoires, de la ruralité et des traditions reste vivante, déterminée et fière, et que surtout nos maires restent des soutiens indéfectibles de nos passions comme de nos passions rurales. En 2025, nous avons également, et soyons objectifs, affronté des crises violentes. Comme d'habitude, je serais tenté de dire maintenant. Dans un climat de plus en plus polarisé, la chasse, et il faut le dire, est devenue une cible, une vraie cible. Certains voudraient nous faire croire qu'elle est incompatible avec la protection de la biodiversité d'ailleurs. À ce titre, la crise des migrateurs que nous avons affrontée au printemps et à l'été dernier est sûrement, pour moi, je vous le dis sincèrement, l'une des plus grandes difficultés que j'ai eu à surmonter en tant que président national. Imaginez juste un petit peu, vous vous réveillez un matin en apprenant que la chasse des oiseaux d'eau ne sera dorénavant plus qu'un souvenir à regarder sur la chaîne Season. Bon, j'aime bien Season, mais vous devez réagir à ce moment-là avec lucidité, sans froid, en vous appuyant sur votre réseau qui est puissant, qui est réactif, qui est influent, sans oublier d'ailleurs quelques amis que je remercie sincèrement et qui se reconnaîtront et qui sont ici présents aujourd'hui. Avec le concours de Nicolas, de son équipe, nous avons su dialoguer, expliquer et surtout convaincre. Il fallait convaincre, mais il fallait convaincre sans renier nos fondamentaux. Et dans ce genre de situation, c'est toujours un piège dans lequel il ne faut pas tomber. Ce n'est pas parce que tout semble perdu qu'il faut accepter, excusez-moi l'expression, des compromis à la con. Et en politique, comme dans la vie de tous les jours, ce n'est jamais en se coupant la main, mes amis, qu'on arrive à sauver son bras. C'est pas vrai. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on y perd son âme. Alors, fort de ce principe, nous n'avons à la FNC rien sacrifié, Nicolas. Rien sacrifié. Et nous avons tenu la ligne, tout en faisant avancer la chasse dans la modernité de son temps. En octobre 2025, vous l'avez vu, le Conseil d'État a rendu une décision pour nous qui a été historique. Il a validé les nouvelles modalités de gestion des 9 espèces d'oiseaux migrateurs, rejetant les recours de toutes les associations anti-chasse. Cette décision est venue rappeler dans le fond une vérité toute simple. La chasse française est un acteur responsable de la gestion du vivant. Ce succès est la victoire du bon sens, qui permet aujourd'hui à des centaines de milliers de chasseurs de gibier d'eau de continuer à pratiquer leur passion. Alors je remercie une nouvelle fois toutes celles et tous ceux qui se sont mobilisés pour obtenir ce résultat. Les associations spécialisées de chasseurs de gibier d'eau, bien sûr, la NCGE, LSF, l'UNACOM, le député co-président du groupe chasse, Daniel Labaronne, les parlementaires qui étaient là également, notre président Christophe Bouillet, qui est responsable du gibier d'eau, et aussi, bien sûr, tous les chasseurs de migrateurs qui ont bien compris que le renseignement des prélèvements en temps réel, grâce à ChasseAdapt, donne enfin un véritable espoir à nos enfants et nos petits-enfants, celui surtout de pouvoir continuer à pratiquer cette chasse, à condition qu'elle sonne avec raison et avec éthique. Je sais que certains acceptent difficilement ces nouvelles dispositions, chez moi comme chez vous, j'imagine. Mais, je vais vous dire, elles sont dans l'air du temps, avec la digitalisation de nos vies au détriment du papier, qu'il va de toute façon falloir abandonner un jour ou l'autre. Ces données scientifiques permettent d'ajuster les pratiques et de gérer les espèces de manière rigoureuse. Et c'est toujours grâce à ce travail que nous avons réouvert la chasse de la tourterelle des bois, en brisant, et ce n'est pas anodin, pour la première fois, un moratoire européen qui avait été posé sur cette espèce. C'est la victoire du terrain, c'est la victoire de la science, c'est la victoire du réel contre l'idéologie punitive. Ne passons pas sous silence ce retour de la chasse d'une espèce gibier rendu possible grâce à nos données scientifiques et grâce à la gestion adaptative que nous avons été les premiers à imaginer dès 2016 et pour toute l'Europe. Car maintenant que la jurisprudence européenne semble commencer à s'inverser et que la chasse française possède des outils de gestion et de prélèvement connus et reconnus de tous, nous allons nous concentrer, mes amis, sur d'autres espèces qui pourraient tout à fait redevenir chassables
dans des conditions similaires. Un autre motif de satisfaction, le dossier du loup. Cet animal qui, dans la vraie vie, n'est malheureusement pas le magnifique héros devenu végétarien dans un joli conte de Noël qui a inondé les réseaux sociaux cet hiver. Grâce à son changement de statut au niveau européen, il va enfin être possible de freiner le développement du loup pour le bien de la biodiversité, mais aussi pour le bien des femmes et des hommes qui vivent aujourd'hui, il faut le dire, difficilement la proximité du loup sur leur territoire. Et bien moi, personnellement, j'ai toujours été clair, je serai toujours du côté des bergers et des éleveurs qui vivent un enfer avec ce prédateur. Alors une nouvelle fois, la réalité du vécu de ces personnes est à milieu des discours hyper médiatisés des grands théoriciens de l'antispécisme. Je considère que cet animal n'est plus compatible dans ses effectifs actuels avec un pays d'élevage comme la France, avec un pastoralisme aussi développé que nous l'avons dans nos montagnes. Et à la lecture du projet de loi agricole qui viendra bientôt en discussion au Parlement, je suis inquiet de voir que l'on risque, comme d'habitude, de s'arrêter au milieu du gué. On va un peu augmenter les quotas, on va un peu simplifier les procédures. Pourtant, chacun sait que la population de loups est sans doute 2, 3, 4 fois plus importante que l'estimation de l'OFB. On le sait tous. Même l'OFB, ils le disent, il y en a au moins 1000. Ouais, au moins, ça, je sais le faire aussi. Au regard des dégâts causés et de l'expansion de l'espèce, bien sûr, partout en France. Ayons le courage de considérer que dans les zones où la priorité est l'élevage, eh ben, le loup n'est pas compatible et que c'est la meute entière qui doit être éliminée. Évidemment, c'est du bon sens. Qu'est-ce qu'ont fait les Suisses? Ils pratiquent exactement cette méthode efficace pour défendre, ils ont raison, leur économie agricole dans les territoires. Alors derrière ce constat se cache une question beaucoup plus profonde. Quelle est la place de l'homme dans la nature? Quelle est la place de l'homme dans la nature? Depuis des décennies maintenant, une vision idéologique, il faut le dire, progresse dans le débat public. Une vision portée par certaines figures médiatiques de la cause animale. Je pense bien sûr à Brigitte Bardot, qui est décédée récemment. Elle est l'une des icônes de ce mouvement. Et dans cette vision du monde, l'animal serait innocent, pur, victime. L'humain serait coupable, dominateur, cruel. La chasse et l'élevage seraient donc évidemment condamnables, comme également la gestion de la faune sauvage. Autrement dit, l'homme devrait disparaître de la nature. Mais cette vision n'est pas de l'écologie, c'est une misanthropie écologique. Car la nature ne fonctionne pas ainsi, on le sait tous, nous on le sait, on vit dedans. Elle repose sur des équilibres complexes, elle repose sur la naissance, sur la prédation, sur la régulation. Et vouloir effacer ces réalités, mais c'est trahir le vivant lui-même. Aujourd'hui, certains récits tentent même de réinventer la nature. Mais un prédateur qui ne chasse plus, c'est plus un prédateur. Et une nature sans prédation, il n'y a pas d'écosystème. C'est un décor de film, ou alors c'est une publicité, comme on l'a vu récemment. Comme cette étude d'ailleurs, fraîchement sortie sur les ésodes, on l'a évoqué hier après-midi, et mise en scène sur les réseaux sociaux, où à nouveau on nous vend un gentil renard, présumé coupable évidemment, et de tout aussi gentils petits ésodes, on va les appeler comme ça. Alors cette étude, elle nous explique qu'aucun lien n'existe entre l'effort de destruction d'une année et les dégâts de l'année suivante. Alors les coûts de destruction seraient évalués jusqu'à 8 fois plus élevés que le montant des dégâts censé les justifier, alors que les chasseurs et les piégeurs, comme tout le monde le sait, sont bénévoles. Ça coûte zéro à la France. Alors cette étude reconnaît donc en réalité notre travail à sa juste valeur. Je parle aux parlementaires, à savoir 130 millions d'euros. 130 millions d'euros qui sortent de la poche des chasseurs et des piégeurs pour l'intérêt général. Alors, messieurs les parlementaires ici présents, écoutez, on va la faire courte, je ne vais pas chipoter, 50-50 et chine tout de suite en bas de la page. 130 millions. Donnez-moi la moitié pour mes chasseurs. Cette pseudo-étude, qui n'est qu'un condensé très choisi de littérature sur la question, conclut que malgré la régulation de 1,7 million de nuisibles, la facture des dégâts ne baisse pas. C'est très amusant comme conclusion. Alors, il n'y a juste personne qui a imaginé que c'était peut-être grâce à ce niveau de régulation que justement, les dégâts n'augmentent pas. Il faut toujours être prudent, dans le fond, quand on instrumentalise la science à des fins idéologiques.
Car si j'en reste à leur conclusion, cela veut dire aussi que le piégeage et la régulation de ces animaux n'ont aucun impact sur la dynamique des espèces. Car en prélevant 1,7 million d'animaux de façon constante chaque année comme nous le faisons, rien ne change pour les dégâts et surtout cela apparemment ne dégrade en rien la biodiversité. Alors avec un peu de bon sens, on pourrait se dire que dans le fond le problème vient tout simplement du fait que pour constater des changements dans les dégâts, il suffirait d'augmenter un peu les prélèvements. Alors cher monsieur Giguet, qui est la personne qui a fait cette vidéo sur Facebook, eh ben, je me demande finalement si cette étude, dans le fond très politique, très instrumentalisée, au timing parfait, alors que nous allons rediscuter bientôt la liste des nuisibles, ne serait pas dans le fond un catalogue d'arguments de défense pour les pros et autres que nous sommes, hein, et surtout pour les nombreux combats qui vont venir sur ce sujet. Alors je pense sincèrement que son plaidoyer pour interdire la nuisibilité de ces espèces, d'ailleurs pour être dangereux pour les espèces elles-mêmes. Moi, je vous le dis clairement, j'ai pas envie, et personne n'a envie, de revivre les années sombres de la régulation totalement anarchique, où on avait la strychnine, la chloropicrine, qui étaient des outils communs, qui étaient utilisés pour faire diminuer rapidement des surpopulations d'animaux. Même pour vous, monsieur Giguet, le mieux est l'ennemi du bien. Et c'est cet extrémisme permanent en matière d'écologie ou d'animalisme, mais dans le fond qui finira par faire plus de mal que de bien à la nature que vous prétendez aimer passionnément. Votre point de vue, je vous le dis, n'est en rien scientifique. Il est l'émanation d'un idéalisme corrompu de la nature. Un dernier conseil sur ce sujet. Dans le fond, un conseil de circonstance pour tous ceux qui sont derrière cette étude. Prenez le temps de relire le prix Goncourt 1974, La Dentelière, Pascal Lenné, que la Normandie a tant inspiré pour ce bouquin. Eh bien, vous vous rendrez compte que la passion amoureuse entre les êtres humains, comme celle que l'on porte à la nature, ne doit jamais être platonique, sous peine de détestation collective. On en reparlera bien sûr à un prochain CNCFS. Vous imaginez que ça va être un petit peu animé. Je vous expliquerai. Ces exemples, comme bien d'autres, dépendent malheureusement aujourd'hui du bon vouloir de Bruxelles, vous le savez, comme pour les pêcheurs côtiers par exemple. Et ici, on est au bord de la côte, qui devront dorénavant se limiter à 5 maquereaux par jour de pêche. Pendant que les bateaux-usines venus du bout du monde continueront de racler le fond de mer devant nos côtes pour faire des farines animales et aller nourrir des saumons bourrés d'antibiotiques dans des cages au milieu de la mer. Sans déconner. Il est évident qu'aujourd'hui, l'Europe, je le dis, mais vous savez que je le pense, est une structure technocratique, totalement déconnectée des spécificités qui forment la diversité des territoires européens et surtout des femmes et des hommes qui y vivent. La volonté européenne, et particulièrement celle de la Commission aujourd'hui, c'est vraiment de vouloir sans cesse cadrer nos vies, interdire, réglementer et bien sûr fabriquer des normes. Et cette obsession normative devient pour moi et pour nous tous une lutte permanente et dont l'issue semble, il faut le dire, souvent incertaine. Je le dis aussi fréquemment, uniformiser ainsi nos modes de vie au sein de l'Europe, ce n'est pas quelque chose d'anodin. Ce n'est pas seulement nous emmerder dans nos vies et nos activités quotidiennes, c'est progressivement effacer nos racines, nous faire oublier d'où on vient, et pour mieux nous amener où quelques fonctionnaires planqués au sein d'une commission Théodule à Bruxelles fantasment de nous faire aller. Car un peuple qui n'a plus de tradition, et donc qui ne connaît plus son passé à part dans quelques livres qui traînent encore et que personne ne lit, devient quoi ? Une masse informe et soumise, qu'il sera facile de manipuler. Et cela ne se limite bien sûr pas à la chasse. Je vais prendre un autre exemple qui m'est cher, le vin. De dire pourquoi le vin ? Bon, le vin, la chasse, il y en a plein qui comprendront. Il y a un programme d'arrachage massif en France actuellement. On me dit c'est gagnant-gagnant pour l'Europe et la France. On nous explique tous les jours. Mais gagnant pour qui ? Pour les vignerons français, à qui on donne jusqu'à 8 000 € l'hectare pour arracher leurs vignes, ou pour les vins du Nouveau Monde, pour que les vins du Nouveau Monde puissent enfin effectivement tirer un peu plus leur épingle du jeu dans les accords commerciaux internationaux. Se rend-on compte quand même de ce que ça représente, de détruire le fruit de son travail et de son savoir-faire transmis souvent depuis des générations ? Cette politique de gestion de l'offre, comme ils disent à Bruxelles, ça va entraîner la disparition d'exploitations viticoles, bien sûr, une perte d'emploi, bien sûr, et surtout la fragilisation d'un patrimoine agricole et culturel exceptionnel. Et pendant ce temps,
On incite des gens à planter des vignes dans des régions où il n'y en a pas, en misant sur ce formidable outil moralisateur qu'on appelle le réchauffement climatique. Et c'est donc au nom de celui-ci qu'on peut dorénavant obtenir, je vous le dis, jusqu'à 25 000 € de subvention pour planter des vignes en France, où il n'y en a pas. Alors c'est où on les plante? C'est où? Eh bien dans le meilleur terroir de France pour le faire, à savoir chez moi, dans le Pas-de-Calais, évidemment. Évidemment. En 5 ans, j'ai maintenant plus d'hectares de vignes dans mon département que d'hectares de houblon qui donnent, vous le savez, ce goût amer si particulier aux bières du Nord. Ben, il faut vraiment aller trop longtemps, faut vraiment être allé trop longtemps à l'école, supérieure européenne pour avoir des idées aussi stupides. Ah, rassurez-vous, Pauillac, Chafteneuf-du-Pape ou Romanée-Conti, mon cher Pascal, ont encore de belles années devant eux. Et les grands crus de la Côte d'Opale, je vais vous dire, c'est pas pour demain. D'ailleurs, on a bien essayé de goûter le résultat de cette grande initiative viticole locale chez nous, mais comme dans les tontons flingueurs, on a dû arrêter la production pour l'instant. Il y a quand même des consommateurs qui devaient être aveugles. Non, je déconne, j'exagère à peine. C'est imbuvable, je vous le dis tout de suite, c'est imbuvable. La tradition des Hauts-de-France, d'où je viens, c'est pas de faire du vin, mais c'est de faire de la bière et du genièvre. Et c'est surtout de continuer à faire de la bière et du genièvre. Eh bien, la nature doit aussi être continuée à chasser. Un point, c'est tout. Et c'est simple. L'Europe doit revenir à ses fondamentaux, qui sont la sécurité et l'économie. Le reste doit relever de la souveraineté des États. Les réglementations décidées par l'Europe ne doivent plus entrer en droit français comme on entre machinalement au bistrot du coin, mais doivent faire l'objet d'un examen approfondi par nos 2 parlements ici représentés. À partir de là, ce qui ne convient pas aux représentants élus par le peuple français ne doit pas s'appliquer chez nous. C'est tout simple. Et pour le rural que je suis, eh ben moi, je veux juste vivre tranquillement dans mon terroir, au rythme de mes passions et de mes choix de vie. Et je pense que l'Europe a suffisamment à faire actuellement sur la scène internationale avec des conflits armés aux 4 coins de la planète, plus violents et meurtriers les uns que les autres, que de s'occuper de ma chasse, de ma pêche et de mon vin. Pourtant, et nous le savons tous, on va en parler encore là-dessus avec nos amis agriculteurs, pour les accords commerciaux internationaux, ça continue de menacer l'économie du monde rural à travers l'agriculture, à travers notre élevage, en permettant notamment l'importation de viande produite dans des conditions environnementales et sanitaires, on le sait tous, bien inférieures aux nôtres. Alors là, je reviens sur ce point-là parce qu'il est important dans le déroulement de ce qui s'est passé au niveau européen. Cet accord a pourtant été rejeté démocratiquement par le Parlement européen. Ce qui n'a pas empêché la présidente de l'Europe d'annoncer en plein salon de l'agriculture français que celui-ci, cet accord, le Mercosur, va quand même entrer en vigueur, mais doucement. Ah, autrement dit, le vote contre le Mercosur des représentants élus des peuples européens, c'est-à-dire des députés européens, eh ben, il est ignoré. Le principe démocratique de l'Europe lui-même, il est bafoué. Ce n'est pas sans me rappeler d'ailleurs le traité établissant une constitution pour l'Europe en 2005, rejeté par un référendum en France, mais dont toute une grande partie a été reprise dans le traité de Lisbonne. Ça me rappelle aussi cette affiche. C'est rigolo ce que je vais vous dire, mais elle m'a beaucoup marqué, cette affiche qui se trouvait dans la classe d'un vieux prof d'histoire dans mon collège, dans une petite commune du Nord, qui s'appelait Watt. Et cette affiche, elle s'était marquée avec une image: la dictature, c'est ferme ta gueule, la démocratie, c'est cause toujours. Eh bien, l'Europe, c'est même les deux à la fois maintenant. C'est les deux à la fois. Et la liste des inepties de cette Europe déconnectée du terrain s'allonge avec le sujet du plomb. Du plomb de chasse, bien sûr, et du plomb de pêche. La seule étude qui existe, elle est norvégienne. Et elle dit simplement que le plomb de chasse et de pêche, bien sûr, est le meilleur compromis existant, loin devant tout le reste. Eh bien, pourtant, rien n'y fait. La FNC se bat avec la FAS. Et je salue d'ailleurs le travail de son président, Lorenz de Macker, ici présent, mais pour maintenir le plomb de chasse, car avec l'effort de production de munitions nécessaire en raison des guerres en cours, il faut juste être pragmatique, hein, il est totalement impossible de faire sans les cartouches de plomb, et au moins pour les 10 ans qui viennent. Au moins pour les 10 ans qui viennent. Dans ce contexte, il est quand même important pour moi de saluer le travail du ministre Mathieu Lefèvre, qui se bat avec nous sur ces dossiers. Il n'est pas là ce matin, mais je le remercie. C'est quelqu'un qui est vraiment à l'écoute, avec qui on fait un travail formidable. Je vous demande de l'applaudir, même s'il n'est pas parmi nous aujourd'hui.
Alors l'Europe, elle vient de reculer pour les balles, bon, je vous l'ai dit, vous le savez, mais ne veut toujours pas bouger pour la grenaille d'acier. Mais comme Madame van der Leyen vient enfin de reconnaître l'erreur de l'Europe concernant le nucléaire, il suffit peut-être d'attendre encore un petit peu pour que le reste suive. Allez, on continue le combat de ce côté-là. L'année passée est aussi celle qui a révélé que la violence qui touche notre société a atteint un nouveau cap dans le monde de la chasse. Si nous sommes déjà depuis trop longtemps à un niveau inacceptable d'agression physique et verbale contre les chasseurs, eh ben on a encore franchi une étape cette année avec une vraie tentative de meurtre à l'arme blanche sur un chasseur. Et quand je vois la faiblesse de la réponse pénale faite par le juge qui a été chargé de cette affaire, eh ben mes amis, je suis inquiet, sincèrement, pour l'avenir. Et mon inquiétude va grandissante quand je constate comment les médias présentent les faits liés à l'activité cinégétique. Alors vous l'aurez compris, je vais faire allusion au chasseur qui a pris l'initiative d'abattre un sanglier blessé au bord d'une route. Eh ben on peut s'interroger, j'en parlais avec Laurent Andillot hier après-midi, comment est-il possible qu'une vidéo sortie de son contexte, parce que quand on a le contexte, on a compris tout de suite, puisse jeter l'opprobre sur le monde de la chasse, alors que deux chasseurs ont sûrement évité le pire en ayant le courage de gérer une situation d'urgence extrême. Comment des chaînes tout info, qui se disent donc d'information, peuvent-elles présenter les choses d'une façon aussi biaisée? Alors je le dis, c'est évident, c'est du journalisme aujourd'hui que certains qualifient de caniveau, mais à juste titre, qui ne me surprend même plus. Depuis que la présidente de l'audiovisuel, Mme Ernotte, a répondu dans le cadre d'une audition parlementaire que sa responsabilité est de présenter sur sa chaîne la France telle qu'elle voudrait qu'elle soit, mais non pas comme elle est. Telle qu'elle voudrait qu'elle soit et non pas comme elle l'est. Et encore récemment, un article, il y en a même un de plus, dans Ici, Bourgogne-Franche-Comté, sur France 3. Et ça mentionne dans son titre, ça m'a tellement marqué, je voulais vous le dire aujourd'hui, le titre c'était « Fasciné par l'extrême droite et chasseur, Théo D, 3 petits points, jugé pour avoir fait du chantage et violé des adolescents ». Non mais, qu'est-ce que c'est que ces abjections? Qu'est-ce que ça a à voir avec le fait qu'il soit chasseur? Sérieusement? Ben, ça veut tout dire quand même. Et si on revient à l'affaire Pilarski, qui vient d'être jugée, c'était une affaire terrible pour nous, cette pauvre jeune femme qui s'est fait dévorer par son pitbull en 2019, le déchaînement de la violence contre la chasse à courre et les chiens de meute avait été sans limite. Sans limite. Souvenez-vous tous de ces représentants décérébrés, je le dis clairement, de l'antichasse primaire, en train de fanfaronner sur les plateaux et demander l'interdiction de la chasse, avec des journalistes qui tenaient pour la plupart d'ailleurs des propos similaires, hein, toujours à l'affût du buzz et surtout de cette merveilleuse exploitation émotionnelle et collective de ce fait dramatique. Eh bien, nous n'étions pas nombreux à soutenir l'équipage du Rallye de la Passion, dont les boutons et leurs familles furent traînés dans la boue. Eh bien moi je dis bravo. Bravo à Sébastien Vandenberg, le maître d'équipage du Rallye de la Passion. J'espère qu'il m'écoute. Livré à la vindicte de n'avoir rien lâché. Et bravo également à la société de vénerie, à son président, présent aujourd'hui, Pierre-François Priou, qui a été là et qui lui aussi n'a rien lâché. Mais que de bêtises et de mensonges on n'a pas entendu pendant ces heures sombres. À partir de là, comme on voit comment la chasse est traitée dans de nombreux médias, eh ben on peut se dire que l'ensemble des informations que nous ingurgitons dans le fond n'échappent pas non plus à cette bien-pensance écologie punitive et à cet animalisme qui parfois devient totalement nauséabond. Ça transpire la haine des ruraux, de leur mode de vie, de leur tradition et même de leur intégrité maintenant. Il suffit de regarder la télévision pour se rendre compte combien la vérité peut être déformée en fonction de la façon dont on la présente. On parle même maintenant de post-vérité. Le terme fait beaucoup rire. Post-vérité, on s'est gouré, c'est pas grave, c'est la post-vérité. C'est vous dire. Eh bien, j'espère qu'on aura le même buzz cette fois-ci, mais en notre faveur d'ailleurs. Lorsque les chiffres des accidents de la chasse de la saison 2025-2026 seront rendus publics. Alors, on va rester prudent. Mais avec 4 décès de chasseurs pour l'instant, dont 3 auto-accidents, ce chiffre est le plus bas jamais enregistré pour une saison de chasse. Évidemment, c'est toujours 4 morts de trop. Et j'ai une pensée sincère pour les familles et les amis de ces personnes qui ont perdu la vie en pratiquant leur passion. Mais il est indéniable que les chasseurs font des efforts drastiques pour que notre passion soit de moins en moins accidentogène. Et cela
sans aucune loi additionnelle. Ne l'oubliez jamais, sans aucune loi additionnelle à la force du poignet, comme on dit. Près de 54% des chasseurs, d'ailleurs, actifs aujourd'hui, ont suivi la formation décennale pour une remise à niveau sur la sécurité. Formation, vous le savez, qui avait été proposée à l'État par la FNC, par moi-même. Et je remercie effectivement le réseau fédéral de l'appliquer tous les jours. Un dernier chiffre sur ces accidents, 8. 8. 8, c'est le nombre d'accidents de chasse non mortels dont ont été victimes des non-chasseurs cette saison. C'est là aussi le chiffre le plus bas jamais atteint. Alors là encore, bien sûr, mes pensées vont aux personnes blessées. Je leur exprime au nom de la chasse française tout mon soutien. Mais force est de constater que des efforts énormes sont faits aujourd'hui pour avoir un tel résultat et que nous allons continuer, avec les chasseurs bien sûr, mais avec les autres usagers de la nature, à travailler ensemble sur ce sujet. Et puis il y a une autre actualité pour le monde de la chasse, qui est présente et persistante aujourd'hui, et qui revient, il faut le dire, sans cesse dans nos discussions. On en a parlé quelques mots hier. Je vais évoquer avec vous le système d'indemnisation des dégâts de gibier qui est totalement à bout de souffle. Et ce n'est pas nos nouveaux élus de la Meuse qui sont là aujourd'hui qui diront le contraire. Le paiement des dégâts de grand gibier par le monde de la chasse va conduire les fédérations des chasseurs dans un mur financier. Et ce ne sont pas les deux coprésidents du groupe chasse à l'Assemblée nationale et le président du groupe chasse du Sénat qui me diront le contraire. On l'a largement évoqué encore hier soir entre nous. Moi, je les remercie. Je les remercie sincèrement pour leur soutien et le travail qu'ils mènent conjointement pour faire avancer ce dossier. Parce que maintenant, ça urge, comme on dit. Ça urge. À ceux qui doutent du bien fondé de notre demande, je pose cette question. Que croyez-vous qu'il reste dans les caisses de nombreuses fédérations ici présentes pour agir concrètement sur les aménagements pour le petit gibier, pour mener des études scientifiques sur les migrateurs et tout le reste pour la sauvegarde de la biodiversité lorsqu'ils ont fini de payer la facture des dégâts? Et cette facture globale, Christophe l'a évoqué tout à l'heure, elle est salée. 100 millions d'euros annuellement en moyenne, à payer par les chasseurs, par nous-mêmes. Par nous-mêmes. Il faut le dire honnêtement, c'est du délire. Ça devient du délire. Et la guerre au Moyen-Orient pourrait du jour au lendemain provoquer un doublement du prix des céréales sans aucun problème. On l'a déjà vécu d'ailleurs, vous vous rappelez, dans le conflit de l'Ukraine. Et dans ce cas-là, la messe serait dite pour la moitié de la chasse française. La messe serait dite. En passant, j'en profite pour rappeler à notre ministre de tutelle, Madame Barbu, qu'elle nous doit de l'argent. En l'occurrence, 10 millions. 10 millions d'euros sur l'enveloppe que nous avons négociée et signée avec l'État. Ce n'est pas une parole, c'est une signature. Et le monde agricole aussi, en 2023. Malgré nos signatures en bas de la page, nous n'avons pas été payés, alors que nous avons rempli les conditions de cet accord. La baisse de l'impact des dégâts sur les surfaces agricoles atteint aujourd'hui 28% pour cette saison. Et ce n'est pas faute de lui avoir dit quand je l'ai rencontré. C'est pour cette raison. Et vous attendez ce petit point. C'est pour cette raison que nous refusons de payer les petits dossiers au monde agricole, puisqu'ils correspondent financièrement au terme de l'accord. Nous avons voté l'an dernier, tous, à l'unanimité, une motion à ce sujet en Congrès. Dans ce contexte, on va donc continuer à s'engueuler un peu avec nos partenaires à cause de l'État. À cause de l'État. Le responsable, ce n'est pas nous. Combien de temps les chasseurs supporteront-ils qu'on leur fasse les poches, comme on le fait aujourd'hui, pour les dégâts qui sont souvent générés par les zones de non-chasse, où les sangliers trouvent refuge, ou par des contraintes de chasse qui deviennent dans certains territoires, mais complètement folles, où on nous demande dans le fond de chasser sans chasser. Ça ne peut pas marcher. L'État, comme les territoires, doivent désormais prendre leur part. Il ne s'agit pas d'accorder aux chasseurs un privilège, mais répondre juste à un enjeu national qui touche directement nos agriculteurs et notre souveraineté alimentaire, la sécurité des Françaises et des Français, ça a été évoqué tout à l'heure par Christophe, avec les risques de collision sur les routes, sans oublier l'équilibre, et oui, sylvo-cynégétique. À ce titre, la FNC a contribué activement aux premiers travaux du Comité technique national de l'équilibre sylvo-cynégétique. Alors, aux idiots qui nous expliquent que les chasseurs sont des éleveurs de sangliers, ce qui m'a toujours beaucoup fait rire, je leur demande de prendre juste 5 minutes. 5 minutes afin de regarder les chiffres des dégâts au niveau mondial pour comprendre que c'est juste un problème qui touche tous les pays du monde. Et honnêtement, il n'y a qu'en France, il n'y a que chez nous qu'on fait des chasseurs, des vaches à lait qui payent le droit de servir l'intérêt général. Il faut juste une fois aller chez nos voisins espagnols pour voir la fête que le village fait quand les chasseurs arrivent pour aller à la chasse. Bien des pays aujourd'hui vont même jusqu'à rémunérer les chasseurs pour leur action. Rémunérer.
Alors, j'en suis pas encore effectivement à ce niveau d'exigence sur ce dossier, mais avec les 100 millions d'euros pour les grands animaux qu'on paye, les 130 millions d'euros pour les nuisibles qu'on paye, ben, je pense qu'à un moment, ça va finir par vraiment se fâcher. Ma demande est simple, les chasseurs ne veulent plus payer la partie d'indemnisation de la facture totale des dégâts de gibier, que cela soit entendu. Un autre sujet qui, je vais dire, qui touche l'actualité, qui occupe les médias aussi d'ailleurs depuis quelques semaines, je veux parler de l'Office français de la biodiversité. Alors mes amis, vous me connaissez, je suis un homme franc et direct avec mes interlocuteurs, ce qui fait de moi d'ailleurs quelqu'un de très clivant, il n'y a aucun problème, mais au moins respecté pour sa franchise. Alors oui, je suis fâché contre l'établissement public. Oh, pas sur un coup de tête, à la suite d'un désaccord ponctuel, mais parce que le mal est malheureusement plus profond. Sincèrement, j'arriverais à me projeter dans un avenir plus radieux pour la chasse française si je n'avais pas à gérer les difficultés avec l'OFB. Pourtant, à la création de l'établissement public, je ne me suis jamais opposé à celle-ci. Et j'ai même donné mon accord pour activer le processus. Mais j'étais totalement conscient que cette création inévitable, dans le fond, pouvait nous conduire rapidement à une opposition idéologique sur la stratégie cynégétique. Alors, comme l'a très mal exprimé dans son dernier édito François-Xavier Alonneau de la revue Connaissant de la chasse, il est là, François, ce qui, soit dit en passant, c'est plutôt une habitude concernant la FNC. Il me fallait à un moment réagir. Il y avait même urgence si nous ne voulions pas perdre l'intégralité de ce que nous versions de nos permis de chasser au budget de l'ONCFS. Il faut juste se rappeler l'histoire. Alors oui, il fallait le faire, et je l'ai fait. J'ai mis un coup de couteau dans le vieux contrat de mariage que nous avions avec l'ONCFS. Non pas parce qu'il n'y avait aucune solution plus, je dirais, qualitative qui s'offrait à nous. Si les choses ont plutôt correctement démarré, force est de constater que depuis 2 ans, la fréquence des disputes conjugales entre la FNC et l'OFB s'est intensifiée. Le détail de ces désaccords, vous le connaissez tous, et je ne me relancerai pas dans une liste à l'après-vert de ce qui nous désunit, mais quand même, je voudrais vous donner ma vision personnelle sur quelques points, et je dis bien personnelle, sur ce qu'il faut faire pour assurer de l'avenir de la chasse française dans ce contexte avec l'OFB. Il est d'abord temps de reprendre la main sur l'entièreté de notre permis de chasser. La chasse française n'a besoin d'aucune caution morale de qui que ce soit pour mener chaque candidat, de la formation jusqu'à la pratique, en passant par l'examen. Je vois comment, comme tout le monde, les bureaux de l'OFB qui se verdissent plus vite que les toitures des maisons du Pas-de-Calais quand l'hiver est humide, c'est pour vous dire. Avec notamment la récente autonomination de la numéro 3 d'établissement public, quant à elle, verte en toute saison, soyez-en sûrs. Je souhaite également que la police de la chasse nous soit clairement et intégralement redonnée pour que les dérives prennent fin. Et prennent fin ici, dans cette région d'ailleurs, quand je vois qu'à la dernière réunion, conjointe avec l'OFB qui s'est tenue à la FNC, le directeur de la police a justifié les PV totalement farfelus sur le plomb, qui se distribuent ici ou là, par le fait qu'il interprète les textes pour faciliter la distribution des contraventions sans prendre en compte la jurisprudence de la Cour de justice européenne. Non, c'est quand même du lourd. Donc, loi ou pas, on a certains, je ne dis pas tous, mais certains agents de l'OFB qui vont fouiller les huttes, comme dans le Calvados, pour trouver des cartouches de plomb au fond des tiroirs et au final mettre un PV pour utilisation de munitions illicites. Eh bien, monsieur le ministre a dû aussi adorer la prise de parole du représentant de l'OFB lors de la dernière task force européenne qui devait traiter des espèces cailles, milouins et siffleurs. À la surprise générale, le représentant de l'OFB a pris la parole pour expliquer qu'il fallait surtout mettre un moratoire en place. Merci au ministre Lefebvre d'avoir donné une position claire par la voix de son représentant officiel qui lui avait le droit de parler, à savoir que la France ne souhaite pas de moratoire comme le voulait l'Europe. Car le travail actuellement accompli en France, à travers la gestion adaptative, repose sur la science et garantit un équilibre pour ces prélèvements. Je pense que la présence de l'OFB dans ce genre de réunion européenne ne me paraît pas du tout une bonne idée. Autre interrogation. C'est quoi cette étude sur la sarcelle d'hiver que l'OFB veut lancer avec la Fondation François Sommer sur l'idée d'une soi-disant prochaine mise en place d'un éventuel quota quand l'Europe le demandera? Les chasseurs n'ont rien demandé. Moi, j'ai rien demandé, il me semble. Et l'Europe non plus pour l'instant d'ailleurs. Et je crois que de toute façon, c'est à la FNC de mener ce genre de choses, et uniquement à la FNC.
Enfin, pourquoi les scientifiques de l'OFB ne veulent pas reconnaître la nidification de la bécassine des marais en France, qui pourtant est insignifiante et ne peut en aucun cas constituer un argument de moratoire de fermeture sur notre territoire métropolitain. Alors en résumé, zéro complexe à mettre des bâtons dans les roues de la chasse française, pas de problème, mais neutralité revendiquée quand il s'agit de l'aider sur des bases scientifiques indiscutables. Alors, si le recours aux scientifiques pour les sujets cinégétiques devient comme le reste, c'est-à-dire un moyen d'expression idéologique chez certains collaborateurs de l'OFB, j'aimerais mieux que vous vous occupiez des dossiers concernant les espèces non chassables et que vous ne vous occupiez plus du reste. Et cerise sur le gâteau, la distribution par l'OFB de subventions à des structures militantes très actives contre les fédérations de chasseurs. Jamais nous n'avions regardé le détail de celle-ci. Mais l'intervention d'ailleurs d'un député à l'Assemblée nationale m'a mis la puce à l'oreille. Eh bien, quelle ne fut pas ma colère de découvrir qu'une structure anti-chasse de ma région des Hauts-de-France, qui attaque au tribunal régulièrement les arrêtés des chasseurs, les miens, bénéficie de subventions de fonctionnement au niveau de l'OFB ou pour des pseudo-engagements, je ne sais pas trop de quoi, on ne comprend rien. Ça veut dire qu'une partie de mon argent personnel, de ce que je donne, avec lequel je paye mon permis de chasser, va finalement dans la poche de gens qui rêvent et œuvrent chaque jour à la disparition de ma passion et celle des chasseurs de France. Eh bien, il est inconcevable que nous continuions à contribuer au budget de l'OFB dans ces conditions, comme il est inconcevable, comme il est inconcevable que nous soyons les seuls contributeurs au budget privé, effectivement, d'un établissement public, et qui plus est, à hauteur de 55 millions d'euros. Vous donnez 55 millions d'euros. Ben, ma réponse, elle est simple. Ma demande, elle est simple. Give me my money back. Renvoyez-moi l'argent maintenant. Hein? Voilà. Revenons à des choses plus positives. On va sortir du sujet de l'OFB, et moins conflictuelles peut-être. Il y a une étude de l'IFOP que nous présenterons tout à l'heure, vous verrez, et il nous donnera des orientations pour définir nos choix stratégiques à venir pour au moins stabiliser nos effectifs. Nous allons lancer des groupes de travail et de réflexion avec les fédérations départementales des chasseurs pour définir notre plan d'action sur ce sujet du recrutement. À la lumière de cette étude d'ailleurs, sachez qu'une majorité de personnes interrogées entrant dans la grande famille de la chasse le font car une de leurs connaissances leur en a parlé. Ce qui signifie que les meilleurs ambassadeurs de la chasse en France, ben c'est vous. C'est les chasseurs qui nous écoutent aujourd'hui. C'est à vous, mesdames et messieurs, de parler de votre passion à vos amis ou à vos collègues de travail. Daniel, il faut parler de ta passion à Christophe, plus que ça, il faut qu'il passe ce permis. Eh bien, il faut qu'on se mobilise. Il faut qu'on se mobilise. Vous êtes les plus à même de convaincre un maximum de personnes à rejoindre les rangs des passionnés de nature que nous sommes. Sachez-le également. Selon cette étude, je vais dire 7% des sondés pourraient devenir chasseurs. C'est beaucoup. Ça représente 5 millions de personnes. Certes, c'est un potentiel théorique, mais c'est beaucoup. Et à la lumière de ce chiffre, eh ben, on peut se dire que la chasse française a peut-être dans le fond de beaux jours devant elle. Depuis le 15 mars, nous allons à la rencontre de toutes celles et ceux qui hésitent encore à franchir le pas à travers cette grande campagne de communication de ces 3 spots TV que nous avons déjà tous vus et que nous voyons tous depuis hier d'ailleurs. Je remercie au passage mon équipe de communication qui a fait un travail extraordinaire comme d'habitude avec Emmanuel Black-Beller à sa tête qui fait vraiment une communication extraordinaire pour laquelle j'ai eu déjà des centaines de félicitations. Le slogan, il a suffi de rire un peu tout le monde, qui va à la chasse, eh ben, trouve sa place. Qui va à la chasse trouve sa place. Ça nous paraît naturel, hein, c'est tellement vrai pour nous tous. Qui va à la chasse trouve sa place. Eh ben, j'espère que cette campagne va donner envie à de nouveaux publics de nous rejoindre. Nous avons hâte de les accueillir. Ces chasseurs doivent être accompagnés et valorisés. Je compte sur vous pour les intégrer en leur ouvrant en grand les portes de notre passion. Alors sans être trop long, même si je le suis toujours trop, je suis désolé, mais je veux évidemment vous assurer que nous poursuivons notre action sur d'autres choses. Développer la marque Gibier de France, vous le savez, qui a été lancée en octobre, car consommer de la venaison 100% française et sauvage, c'est déjà faire un pas vers la chasse et les chasseurs. Je continue bien sûr à défendre nos chasses traditionnelles, si précieuses pour nos identités locales, en maintenant un dialogue constant avec les pouvoirs publics dans la fermeté et le respect, bien sûr. À ce titre, vous le savez,
Nous travaillons aujourd'hui avec le ministère au dépôt d'une QPC pour essayer de sortir par le haut des débats juridiques sur l'absence d'alternative satisfaisante à la substitution de ces pratiques par la chasse à tir, ce qui est quand même vraiment tordu comme raisonnement. Nous voulons également relancer un grand programme pour la reconquête du petit gibier, si cher à mon collègue Philippe Justeau. Déjà, un séminaire national s'est tenu à Paris. Vous étiez nombreux à y participer, à nous faire part de vos expériences de terrain. Les groupes de travail par espèce seront bientôt lancés, Philippe. Mes amis, quand on parle de chasse, on parle souvent de nature. On parle de tradition, de convivialité, on parle de gestion de la faune et des écosystèmes. Eh bien, je vais vous dire, tout cela est vrai. Mais si nous sommes honnêtes entre nous, nous savons que la chasse est encore bien plus que cela. La chasse, c'est d'abord un sentiment d'appartenance. Appartenir à un territoire que l'on connaît par cœur. Appartenir à cette saison de chasse que l'on attend toute l'année. Appartenir à une communauté de femmes et d'hommes d'horizons souvent différents, mais qui partagent les mêmes valeurs. Le respect, la responsabilité, la transmission. Car on ne devient jamais chasseur tout seul. On le devient parce qu'un jour, quelqu'un vous accompagne, parce qu'un père, une mère, un ami, un voisin vous emmène découvrir la nature autrement. Parce que quelqu'un vous apprend à regarder, vous apprend à écouter, à comprendre. C'est ainsi dans le fond que la chasse se transmet. C'est ainsi qu'elle marque les siècles. C'est ainsi qu'elle traverse les générations. C'est ainsi qu'elle continue de vivre. Et ce qui nous unit, c'est cette conviction simple mais profonde. La chasse est une communauté vivante, profondément enracinée dans nos territoires. Mais une communauté ne vit que si elle sait s'ouvrir. Elle doit s'ouvrir. Notre responsabilité aujourd'hui est claire, faire en sorte que celles et ceux qui cherchent du sens, du lien et de la nature puissent découvrir ce que nous vivons. Car beaucoup de Français aspirent aujourd'hui à renouer avec le réel, à comprendre d'où vient ce qu'ils mangent, à retrouver un rapport plus vrai avec la nature, à tisser des liens authentiques, à donner un sens à leur vie. Et quoi de mieux, mes amis, que la chasse? Pour répondre à cette attente, je compte sur vous. Vive la chasse et vive la ruralité!